information. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter Philippe Gagné et Nicolas Walker, nos présentateurs du webinaire d'aujourd'hui. Je vais commencer par Philippe, que je connais un petit peu plus depuis de nombreuses années d'ailleurs. Alors, Philippe enseigne le français langue seconde depuis 2022 à Vanier Collège. Philippe fait de la recherche en éducation depuis une quinzaine d'années. Il est co-responsable du groupe de recherche sur les jumelages interculturels. Il s'intéresse de près au rapprochement entre les groupes linguistiques au sein du réseau collégial québécois, comme par exemple le lien entre soins infirmiers et nursing. Philippe a reçu le prix de la ministre en enseignement supérieur du gouvernement du Québec en 2016 pour une étude sur la cohérence curriculaire au collégial. Passons maintenant à notre autre conférencier, Nicolas Walker. Et là, c'est Nicolas et non son frère jumeau identique qui va parler. Alors, Nicolas Walker est le créateur de labodanglais.com, de labodefrançais.com, de conversolo.app. Nicolas a remporté le prix de l'innovation de TESL Canada, l'épinglette des sesquicentenaires pour le leadership en éducation. Si vous ne savez pas ce que veut dire sesquicentenaire, je mettrai la définition dans l'espace de clavardage. Et un prix d'excellence en enseignement de la QPC et finalement le prix Kate Buckner de la SPEAQ. Titulaire d'une maîtrise en linguistique appliquée, Nick enseigne actuellement l'anglais langue seconde au Collège Antique à Montréal. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne présentation, mesdames, messieurs, et je laisse la parole à nos conférenciers. Je veux quitter le webinaire et je cherche comment mon diaporama. En tout cas, je vais quitter comme ça pour commencer et j'arrête mon partage. Voilà, merci beaucoup. Merci, Nicole. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Et vous voyez, ça commence bien. Je n'ai pas partagé le bon écran, alors je me reprends. Je vais partager le visage de Nick et lancer le diaporama. Donc, normalement, vous devriez voir la page titre, si tout va bien. Nick, c'est bien ce qu'on voit? Excellent. Parfait. Alors, c'est parti. On va vous parler de jumelage interculturel aujourd'hui. Tout d'abord, on va prendre quelques minutes, une dizaine de minutes pour parler des origines du projet et les appuis théoriques. Et ensuite, on va plutôt s'intéresser dans le vif du sujet là, au cours qu'on a créé, Nick et moi. Et je vais terminer le webinaire avec une présentation d'un projet où on a rapproché soins infirmiers et nursing au centre ESPA, qui est un centre de simulation en soins infirmiers. Alors, pour les premières minutes, vous allez me permettre de lire parce que je vous résume 10 ans de travail en 10 minutes. Donc, si je le fais ad lib, je vais aller dans toutes les directions, je vais vous raconter toute l'histoire et ce sera trop long. Alors, il y a plus de 10 ans, nous nous sommes demandé pourquoi plus de la moitié des jeunes de langue anglaise au Québec n'arrivent pas à atteindre un niveau autonome en français après 17 ans de vie ici et 11 ans de cours de français langue seconde. Avec Maria Popica, qui est prof de français à John Abbott, j'ai conduit une étude de type descriptive mixte. Pour le volet quantitatif de l'étude, nous avons collecté 974 questionnaires dans 11 institutions collégiales à travers le Québec. L'échantillon était probabiliste, les groupes d'étudiants qui ont répondu au questionnaire ayant été choisis au hasard. Cela signifie que les résultats peuvent être généralisés à l'ensemble de la population. Pour ce qui est du volet qualitatif de l'étude, 22 entrevues avec des participants de tous les niveaux ont été menées dans 5 institutions collégiales montréalaises. Pour trianguler nos résultats, 4 groupes de discussion ont été animés après la collecte de données, réunissant 48 étudiants des niveaux 1 et 2, les niveaux les plus faibles. Les participants ont été interrogés sur leur perception de l'enseignement reçu en français langue seconde au primaire, au secondaire et au collégial, leur perception de leurs apprentissages, de même que sur leur motivation à apprendre le français langue seconde. Quelques résultats. D'abord, une motivation globalement faible.
et une résistance affichée, assumée, affirmée pour le tiers des étudiants. Une phrase qui est revenue souvent dans le volet qualitatif, c'est cette phrase qui, en français, on vous l'a traduit, j'imagine, mais donc on veut nous enfoncer le français dans la gorge, alors pourquoi est-ce que je parlerais cette langue? Pourquoi je l'apprendrais même? On a observé, on nous a dit qu'il y avait un manque d'application concrète. We want to speak French. On dit toujours qu'on parle l'espagnol ou l'italien, mais nos cours sont plutôt généralement axés sur un enseignement répétitif, axé sur le testing, quiz de grammaire, quiz de lecture, etc. Dans les données, on a aussi trouvé un phénomène tout à fait intéressant qu'on a appelé la dynamique de l'amitié, qui agit sur les variables de l'étude, on va vous en parler, dont la résistance à l'apprentissage du français, justement, et le niveau atteint en français. C'est là que ça devient intéressant, si ça ne l'était pas déjà. Donc, en nous appuyant sur la recherche en psychologie sociale, nous avons tenté de voir si l'amitié entre les groupes pouvait avoir un effet positif sur les variables à l'étude. Nous leur avons demandé aux étudiants combien d'amis francophones ils avaient et combien d'heures par semaine ils parlaient français avec eux. La théorie des contacts intergroupes, dont je vais vous reparler dans quelques instants, montre que l'amitié intergroupe est un facteur déterminant dans la diminution des préjugés. Pour le nombre d'amis francophones par niveau dans notre échantillon, les niveaux 3 et 4 ont significativement plus d'amis que tous les autres. Donc ici, ce que vous avez, ce sont nos niveaux de cours. J'ai ajouté, pour ceux qui connaissent le cadre européen, les niveaux du cadre. Mais ça, ici, on a donc des locuteurs autonomes, capables d'écouter cette présentation, d'y participer, de poser des questions et d'avoir donc un comportement tout à fait autonome, un peu comme des francophones. Et ces deux groupes-là, il y a une différence significative dans leur nombre d'amis francophones. Alors, ce qui nous fait dire que plus on se parle, plus on apprend la langue. Évidemment, ça semble logique, mais encore fallait-il le démontrer. C'est ça qu'on a trouvé dans nos données. Entrons donc dans cette dynamique de l'amitié. Ce que vous observez, c'est une équation structurelle qui est un modèle statistique qui a une portée prédictive et non pas causale. La différence est importante. Dans le schéma, l'encouragement des parents et l'effet de l'amitié permettent de prédire que plus les répondants ont des amis, moins ils sont anxieux en classe de langue. Ça, c'est un phénomène tout à fait important. Si je suis anxieux, je ne vais pas parler. Et moins les étudiants vont résister à l'apprentissage du français, plus leur attitude à l'égard du français parlé au Québec est positive, parce que le français parlé au Québec, parfois, ce n'est pas du vrai français pour nos étudiants. Donc, tout ça est modifié par les contacts avec les francophones. La perception de sa propre compétence en français va augmenter. Ça aussi, c'est un phénomène important. La motivation, l'attitude envers le groupe et le désir de s'intégrer dans cette communauté-là. Alors, les liens entre les variables ne sont pas seulement binaires de l'un à l'autre, mais ils composent tous une structure, un modèle cohérent et intégré. Alors, quand on a vu ces résultats-là, on s'est demandé, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais comme on ne pouvait pas avoir d'impact sur les parents, en tout cas pas à court terme, on a tenté de provoquer le développement d'amitié et de rapprochement avec les francophones par des jumelages interculturels pour les cours de français langue seconde et d'anglais langue seconde, mais aussi avec des cours d'apprentissage du français par l'engagement communautaire en milieu francophone. Ça, c'est une initiative de Maria qui était avec moi dans le premier projet Pareya, qui enseigne au Collège John Abbott et qui pourrait faire en fait un webinaire complet. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça fait partie de nos données, bien sûr, dont je vais vous parler un peu plus tard dans quelques minutes. Les appuis théoriques, je vous ai déjà dit quelques mots de la théorie des contacts intergroupes. Quand on dit intergroupe, c'est vraiment tous les types de groupes, linguistiques, ethniques, religieux, etc. Et la théorie a commencé à être élaborée par Gordon Allport dans les années 50 aux États-Unis, là où il y a vraiment du travail à faire dans les contacts intergroupes. Et Petitgrou et Trop ont fait une méta-analyse de tout le travail qui a été fait dans les 50-60 années. C'est 500 études partout dans le monde, surtout en Amérique du Nord. Et leur recommandation, donc, c'est d'avoir ces conditions optimales-là. Il y en a d'autres, mais les principales. Tout le monde doit avoir un statut égal. Au Québec, ce n'est pas innocent parce que les communautés linguistiques
en vertu de la politique linguistique du Québec, n'ont pas un statut égal. Dans nos salles de classe, il faut que ce soit le cas et c'est très clair. Les étudiants auront un projet commun et c'est important que les autorités appuient. Là, c'est évident. Nick et moi, on est l'autorité. Les collèges sont l'autorité. Tout le monde est derrière ce projet. La séquence didactique, on commence par réduire l'anxiété. On veut développer l'empathie et appuyer un dévoilement personnel de nos étudiants. Dernier élément, s'appuyant sur Bourdieu, Norton explique que l'investissement dans l'apprentissage, elle l'explique donc, en termes d'échange et de changement. Elle a élaboré sa théorie auprès de femmes russes qui apprenaient l'anglais à Toronto. Et en reprenant les mots de Bourdieu, elle a défini la langue comme un capital culturel dans lequel les femmes choisissaient d'investir ou non. Donc là, vous avez été obligé de lire en m'écoutant, mais le principe étant que je choisis de m'investir dans cette langue ou je demeure réduit au silence par la communauté qui me donne envie ou pas d'apprendre cette langue. Et là, vous pouvez déjà penser à des refrains qu'on entend parfois au Québec. On est au Québec, on parle français et c'est appuyé parfois par une approche, disons, qui ne donne pas le goût d'apprendre la langue. Synthétiser rapidement. Voici enfin, dernier élément, c'est vraiment mon vrai dernier élément théorique, une taxonomie sur les émotions en apprentissage des langues qui nous vient de Pécroune. L'intérêt ici, c'est qu'on a à la fois les émotions pendant les tâches en classe. Il y a deux pôles, hein? On s'ennuie ou on a du plaisir. On se résigne à y aller ou on a envie d'y aller. On est déçu du cours ou on est fier de ce qu'on a accompli pendant le cours. Les relations avec la communauté qui parle la langue seront négatives ou positives, empathiques ou du mépris. Et là, on a retrouvé dans les données du PAREA dont je vous ai parlé exactement ça. Et là, vous êtes obligé de me faire confiance. Je n'ai pas le temps d'en faire la démonstration, mais c'est vraiment ce qu'on a observé ici. Il y avait la phrase sur le français qui est enfoncé dans la gorge. Là, voilà les relations tendues. Ensuite, dans les cours d'apprentissage par engagement communautaire, dans les cours de jumelage, on a retrouvé ceci comme émotion. Et c'est ce qui nous fait dire que, voilà, on a de la résistance d'un côté, on a de l'investissement de l'autre, et on veut tendre vers le pôle d'investissement. Ça, c'est clair et net. Les premiers jumelages ont commencé pendant le premier projet PAREA, parce que quand on a vu notre équation structurelle dont je vous ai parlé, j'ai cherché des profs d'anglais langue seconde. Martine Thibodeau à Victoriaville a répondu présente. Et ensuite, elle est devenue conseillère pédagogique ensuite. Alors, je me suis tourné vers Caroline Deveau à Saint-Hyacinthe. Et ensuite, elle est partie vivre 2 ans en Italie. Alors, je me suis tourné ensuite vers Nick au collège Huntsic. Et dans ces 2 expériences-là, on s'est rendu en autobus dans les 2 villes. Et je vous dirai dans quelques secondes qu'on s'est rendu, Huntsic s'est rendu à Vanier lundi dernier. Et lundi prochain, Vanier se rend à Huntsic pour visiter le collège. Et ce n'est pas anodin cette rencontre. Les étudiants la demandent parfois. Et puis, les étudiants de Vanier en particulier sont souvent allés beaucoup plus à Toronto, New York, Rome ou Athènes qu'à Victoriaville ou Saint-Hyacinthe. Donc, en sortant en autobus et en traversant les champs de maïs, il y a un silence dans l'autobus et on a l'impression de vraiment faire notre travail ici. On n'est pas dans la classe de langue, mais on est dans quelque chose de tout à fait pertinent en langue. Si vous voulez le rapport de ce projet-là, vous allez voir d'autres activités pédagogiques. Vous pourrez cliquer ici pour avoir accès au document. Alors, on arrive maintenant au jumelage avec Nick. Et donc, on est à peu près dans les temps, c'est bon. Et je commence d'abord en quelques instants, quelques minutes, pour vous parler de nouvelles compétences en langue seconde qui vont entrer en vigueur très rapidement. C'est nouveau pour nous de parler d'interaction spontanée. C'est la même chose en anglais langue seconde et sans lire tout ça, on voit bien qu'on n'est plus dans la présentation orale formelle, on est dans l'interaction spontanée. Et ça, faire ça, ce n'est pas toujours évident en salle de classe parce que, et c'est moi qui parle d'effet radar, là, quand un prof se déplace en classe, tout à coup, les élèves ont comme un radar. Même s'ils ont le dos tourné, ils savent que le prof est là et tout à coup, ils se mettent à parler la langue.
Mais bien sûr, on a toujours quelques zélés qui n'ont pas besoin de nous, mais j'aurais pu en mettre plus, là. Mais grosso modo, c'est un phénomène qui est difficile à contrer, faire parler les langues spontanément dans la classe de langue. Alors, pour y arriver, on a créé ce cours que je vous présente très rapidement. Une première partie où les élèves vont parler d'eux, leur biographie, un événement transformateur dans leur vie. Donc, vous voyez qu'on commence à s'ouvrir, à parler de soi beaucoup plus. Et on va commencer à parler dans Zoom en plus, c'est-à-dire plus tard. Ça se fait à la main. Je vais vous présenter ça aussi. Et ensuite, on veut comparer les situations, les deux vies. La deuxième partie, on va avoir la création d'une histoire fictive en 4 sections ou 4 chapitres. On a choisi le mot section parce que c'est le même dans les deux langues. C'était plus facile. Et à la fin du cours, on a la planification d'une visite des campus. Et à la fin, on va faire un rapport où justement on fera une comparaison, un contraste entre les deux. Sur les histoires de vie, on commence par écrire une lettre à la main. Et puis, on écrit à quelqu'un de façon aléatoire à ce moment-là parce que Nick et moi, on habite le même quartier. On se rencontre pendant la semaine, on s'échange les enveloppes et on distribue au cours suivant les lettres qui ont été écrites. On veut les contraster, ces deux vies, et peut-être faire en sorte que, et là, je ne sais pas si ça vous gêne. Excuse-moi, j'aimerais comprendre ce que tu dis là, Philippe. Oui. Ouais. Pourrais-tu revenir là-dessus, comment ça se déroule, l'histoire de vie? Tu parles de quartier, tu parles de... Oh, pardon, d'accord, je vais trop vite. Non, tu ne vas pas trop vite. Je fais juste, c'est peut-être moi là, que je suis trop lente. Oui, non, je reprends. C'est qu'en classe, dans les premières semaines, on va s'écrire des lettres à la main. Donc, les étudiants de Vanier vont écrire une lettre, parler d'eux-mêmes pour se présenter. Et Nick et moi, on se rencontre et on s'échange les lettres. Donc, je reviens au cours suivant avec les lettres de Nick et Nick repart avec mes lettres. Et mes étudiants en classe vont recevoir une lettre, vont lire la lettre d'un des élèves de Nick et commencer ce rapport interculturel entre eux. Et Parfait. puis, ils vont répondre, réécrire une deuxième lettre où ils vont répondre à leurs homologues. Et puis, on va commencer comme ça notre partage. Ça vient avec des défis. Là. Ça a l'air facile comme ça, mais si on n'a pas les mêmes nombres d'élèves, ça se complique. Gardons ça facile pour tout de suite et on répondra aux questions ensuite. L'idée ici dont je vous parle, ça vient de cette référence-là, puis je vous la mets simplement pour référence, mais l'idée, c'est de... Attendez, je dois revenir ici. J'essaye. Est-ce que j'y arrive? Voilà. Donc, l'idée, c'est d'écrire la biographie du collègue au jeu. Par exemple, je vais écrire la bio de Nick. C'est moi qui écris, qui dit « Je m'appelle Nick Walker et j'ai un frère jumeau qui vit en Californie. J'adore les contacts humains. » Cela dit, je pense que les robots ont un rôle à jouer en éducation. Jusque-là, Nick, il n'y a pas de problème avec ce que je dis. Je continue. Je suis un prof dont les compétences sont reconnues, mais je ne fais pas l'unanimité. Mon assurance et mon côté ironique envers ma profession peuvent déranger mes collègues. Donc là, vous voyez que Nick commence à découvrir ma vision de sa vie. Et là, on est ailleurs à ce moment-là. Voici à quoi ça ressemble. Et si vous regardez un peu en détail, là, vous voyez que tout le monde commence de la même façon, ils ont la même phrase pour commencer. C'est qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient jamais fait ça, écrire une lettre à la main à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas en plus. Et on a donc décidé de les aider un peu. Donc, on les encadre, on leur montre un peu comment commencer, où écrire la date, etc. Et la citation qui est un extrait à la fin, ici dans le bas, vous voyez qu'on commence à être empathique envers l'autre. Moi aussi, je sais ce que c'est parler dans une langue ou apprendre une langue seconde. C'est pas facile. Donc, déjà, dès le début, l'empathie s'installe tout seul, j'ai envie de dire. Une leçon typique, la première heure. On commence un remue-ménage sur la leçon. Si on a à écrire une lettre, on travaille le vocabulaire, justement, dont on a parlé. Si on écrit une histoire fictive, on va jouer sur le vocabulaire à utiliser dans le chapitre de la semaine. On va écrire le texte en langue seconde. On l'a essayé aussi en langue d'enseignement. Donc, à Vanier, on va écrire en anglais pour que Hansik doive comprendre à l'écoute le texte de la majeure partie du temps. On travaille en langue seconde. Dans la deuxième heure, on se rend au labo.
s'il n'y a pas de contact, on va travailler à l'écrit ou à l'oral avec une rétroaction automatisée, et ça, Nick va le présenter tantôt. Ou alors, on a un jumelage avec l'autre collège pour recevoir la rétroaction des collègues et ainsi améliorer le travail de l'autre en retour. Donc, pendant 25 minutes, on travaille en français, 25 minutes, on travaille en anglais. Et Vanier aide en anglais et Hunsick aide en français. On retourne en classe et on travaille sur papier pour améliorer sa propre production. Hunsick m'a aidé à travailler mon français, donc j'améliore mon texte. Et on commence à préparer la leçon du cours suivant. Les histoires fictives, ça pourrait être autre chose, mais on a travaillé autour de l'Académie du savoir, qui est une sorte d'histoire qui rappelle Harry Potter ou X-Men. On pourrait penser qu'ils sont trop vieux pour ça, mais ça marche très bien. Ils jouent le jeu, ils ont du plaisir. C'est une forme de créativité encadrée par un modèle. Les structures linguistiques peuvent être intégrées. Le lexique qui a été préparé dans la première heure, la conjugaison, est-ce qu'on est au présent ou au passé dans un chapitre ou dans un autre. On va avoir une rétroaction corrective dans les deux langues. Donc, de cette façon-là, on valorise l'anglais dans un cours de français au lieu de l'interdire. Donc, ça s'inscrit dans les approches plurilingues contemporaines. J'ai besoin de l'autre et il ou elle a besoin de moi. Donc, à partir d'ici, je m'arrête et je passe le partage à Nick. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas, je vais partager mon écran. Là, OK. En place de les diapos, j'ai créé une page web pour montrer des innovations que nous avons créées ensemble. Et je vais parler un peu de la technologie pour notre cours de jumelage, pour aider les étudiants à obtenir rapidement des retours. Nous avons développé deux sites de web Moodle, un qui s'appelle Labo d'anglais, l'autre labodefrançais.com. Nous avons également développé des activités basées sur l'IA pour chaque cours en anglais et en français grâce à une technologie que je développe depuis 2 ans avec mon équipe de développeurs en Angleterre et en Inde. Je vais vous présenter quelques-uns tout de suite. Peut-être ça pourrait vous intéresser. Un système pour corriger l'écriture. On l'appelle reformulation. Dans un système de Moodle, l'étudiant appuie sur un bouton, ajouter un travail, puis taper un texte. Tout de suite après, il appuie sur soumettre et le système donne un rapport. Vous voyez que les erreurs ici sont soulignées en rouge et le système réécrit leur texte et montrer les différences entre les deux textes en vert. Et puis après, le système prend le même texte et envoie vers une IA pour avoir des rétroactions détaillées, comme ceci. Voilà. OK. Ça, c'est la reformulation. Voici un autre système pour aider avec l'écriture. Le système, les étudiants appuient sur un bouton, un lien dans Moodle. Ça mène dans un système, une activité de flashcard. Comme ça, les étudiants peuvent apprendre les structures cibles. Après, il y a une vidéo. Voilà, l'étudiant écrit un petit texte pour décrire et le système souligne les erreurs et crée une image. Peut-être je vais juste montrer cette image une autre fois. OK. L'étudiant peut réécrire pour avoir une image qui est plus proche que le modèle. Voilà, ça c'est le système d'écriture. Après ça,
On a des chatbots pour aider nos étudiants de pratiquer la langue anglais ou français avec un robot. C'est là. Et le système note automatiquement les paroles de les étudiants. OK. Nous avons développé un autre système. C'est tout nouveau. Voilà. C'est un peu bruyant. J'ai essayé de tester hier dans ma cuisine avec ma femme Hélène et mon chien. Quel est ton nom? Mon nom est... Donc, ce sont les mêmes questions que les questions dans le chatbot et le système peut noter automatiquement la conversation entre nous. Tu es né où? Je suis née à Montréal. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai aucun frère, j'ai une sœur. Après, on peut cliquer sur View History et le système donne les notes pour la volubilité, comme le nombre de mots, l'utilisation des structures cibles et des erreurs. Et puis après, l'étudiant et le prof peuvent voir les vidéos qui sont stockées sur le serveur à Montréal. Voilà. Ça, c'est une autre de nos innovations. J'ai un qui peut vous intéresser. C'est où, là? Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de travailler comme infirmière? OK, voici un robot. On a des modèles. On peut appuyer sur le bouton pour entendre le modèle, puis on appuie sur le bouton Start pour prononcer les phrases et les questions. Qu'est-ce que ça fait de travailler comme infirmière? Le métier d'infirmière est une carrière très gratifiante car vous aidez les gens à se sentir mieux au quotidien. Que font les infirmières dans le système médical? Ça, c'est le modèle. Que font les infirmières dans le système médical? Ça, c'est ma voix. Chaque jour, les infirmières et infirmiers consacrent leur temps à évaluer, observer et parler aux patients, à enregistrer les détails et les symptômes du patient en recueillant ses antécédents médicaux et à documenter son état de santé actuel. OK, voilà. Puis on peut appuyer sur Score pour avoir une note. OK. Je crois que c'est assez pour le moment. Je peux partager le lien dans le chat. Et Phil, veux-tu continuer? OK. Je ne vous entends pas. Oh, pardon. Oui, je disais oui. Okay. Alors, très bien. Je reprends la main et je me retrouve ici en espérant que... Voilà. On va maintenant entendre une conversation entre deux étudiants qui sont en cinéma. C'est le hasard qui fait bien les choses. Hansik est en cinéma et Vanier aussi. Donc, c'est toujours nos deux étudiants en cinéma. Do you have a question? Like do you film stuff or is it just In the program we make a short film okay. Every session. No, it's comment tu dis? I'm not good in English. No, c'est okay. Non, c'est OK, c'est OK. On est là pour s'aider. Dans l'autre diapo, il y a deux conversations. La première, c'est dans le cadre d'un cours où on avait abordé la question des rapports interlinguistiques. Et l'élève de Victoriaville découvre cette situation-là. Dans la deuxième conversation, c'est le hasard qui fait encore bien les choses. Et là, vous allez voir qu'on ne peut vraiment pas inventer quelque chose comme ça. Avec les francophones puis les anglophones, c'est vraiment comme une relation comme intense. Mais c'est drôle, ça, je ne le savais pas. J'ai eu beaucoup de fois des commentaires comme méchantes. Une fois, j'ai faisais du bénévolat
en français. C'était pour du soccer. Puis j'ai oublié un mot en français. Je pense que c'était side. C'était même pas un mot, c'était un numéro. OK. Puis la madame était comme, mais tu t'es née où? Puis je disais au Québec. Puis elle était comme vraiment méchante. Comme, je peux pas, comme, un peu comme fâchée, j'étais comme, excusez, là, j'essaie ici de parler en français, mais beaucoup de fois quand j'essaie, j'ai des commentaires. Puis je sais, c'est pas comme un one-way street, c'est bien avec les anglophones, fait les mêmes choses ici avec les francophones, mais... Est-ce que tu parles d'autres langues? Oui, je parle Swahili et Kinyarwanda. Tu parles Swahili? Oui. Attends, ninafuraha kukutana na wewe. Unafuraha kukutana na mimi? Oh, hata mimi ninafuraha kukutana na wewe. Asante. C'est tout ce que je connais. Where did you learn that? On internet. I never traveled in a Swahili place, but I really like this language. Oh, I can teach you. Je peux te... Oh, of course. Alors, vous voyez qu'il se passe des choses parfois tout à fait imprévues et c'est formidable. Pendant le cours, ici, ce qu'on observe, c'est que les élèves vont partager leur identifiant dans les réseaux sociaux. Ici, c'est avec Instagram, si je ne me trompe pas. Et donc, ça, on leur demande de le faire. Ils vont commencer à se suivre dans les réseaux. Et là, on peut avoir un impact sur leur algorithme pour agrandir la chambre d'écho. Mes étudiants, 1 an plus tard, peuvent me croiser dans le corridor et me dire « Hey, sir, je suis toujours en contact avec Julie, mais bon, on ne se parle pas vraiment, mais je la vois. » Alors, lui voit ce qu'elle aime, ce qu'elle partage. Et il y a une valeur à ça, c'est certain. Là, j'accélère. La discussion avec mon partenaire s'est bien passée. C'est très positif, les résultats de ce qu'ils pensent de la conversation. Ils ont généralement partagé leur temps en anglais et en français assez équitablement. Le tour des campus, Vanier vient d'accueillir UNSIC, et puis là, on va visiter les programmes qui ont des choses à montrer, vous voyez. Et les élèves sont bien contents d'aller voir ces programmes-là. Ils vont rédiger un rapport, ils tournent une vidéo, ils font une entrevue. Et puis, la collecte de données qu'on a faite dans la première itération n'a pas donné de résultats significatifs sur la volonté de communiquer, mais bon, ça fait 2 ou 3 fois qu'on donne le cours, on commence à savoir ce qu'on fait, il faudrait peut-être recommencer. Toutefois, les émotions positives étaient liées à l'investissement. Donc, ça fonctionne sur le plan qualitatif, en tout cas. Nos recommandations, c'était de commencer lentement par un contact à la fin d'une session et d'y aller ensuite par boule de neige, d'ajouter des morceaux. D'encourager le partage d'identifiants dans les réseaux sociaux. Bien sûr, ça vient avec une prise de risque énorme. Ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. On perd le contrôle parfois de belle façon, parfois de moins belle façon. Mais ce qu'on en retire, ce que les élèves en retirent, c'est énorme. Je suggère aussi de commencer ça en 2e année du primaire avec un réel échange interculturel. Et je pourrais élaborer, si ça vous intéresse, à partir de la recommandation du commissaire à la langue française qui a proposé de faire ça, mais dans un drôle d'angle, orienté vers le français. Et je n'ai pas l'impression que c'est orienté dans les 2 langues. Ça, je le passe rapidement, on n'a pas le temps. Et on se retrouve maintenant en simulation clinique haute fidélité. C'est ça ici. On est au centre ESPA à Montréal, tout juste à côté de l'hôpital Jean Talon. Vous avez ici une prof, une technicienne et un ordinateur qui contrôle un mannequin. Et les élèves ont un cas typique là, à régler ou 2 cas dans la journée. Ça, ce seraient des étudiantes, ça n'en sont pas, mais ce seraient des étudiantes, vous allez les voir tantôt, qui doivent poser des gestes. Et s'ils ne posent pas les bons gestes, ben, la technicienne va rendre le patient plus malade, par exemple. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et le prof va jouer les 2 rôles, c'est-à-dire le médecin et le patient. Le contexte, c'est que les profs m'avaient dit, moi, à Vanier, que c'était difficile parce qu'il n'y a pas du tout de français dans le programme et il n'y a pas du tout d'anglais dans le programme de l'autre côté.
Et puis, ils apprennent tout. Donc, même les francophones apprennent le vocabulaire, les abréviations, il y en a beaucoup en français, et puis en anglais, et puis ils ne les connaissent pas en français. Les stagiaires arrivent à l'hôpital, ils veulent un patient anglophone absolument, et le prof me dit, ben, moi, je leur donne toujours un patient français, évidemment. Donc, vous voyez que l'anxiété est dans le tapis, mais là, on est à l'hôpital, on n'est pas en mode apprentissage. Donc, les enjeux linguistiques sont aussi très importants dans les hôpitaux. Il y a des impacts, et ça, c'est très bien documenté. Ça coûte des millions de dollars, ces erreurs liées à des incompréhensions linguistiques, des posologies mal comprises qui vont engendrer d'autres problèmes. Donc, la piste de solution, c'était d'avoir 2 collèges qui acceptent donc de faire cette simulation jumelée. Ils ne le faisaient pas avant, et là, donc, ils ont accepté de le faire. Alors, la semaine qui précède, les élèves reçoivent l'histoire de cas contexte, on explique le cas, et ils le reçoivent dans les 2 langues. Donc, ils peuvent se préparer. Je ne parlerai pas de réalité virtuelle maintenant, mais si vous voulez, on pourra en parler dans les questions. Pendant la séance de simulation, il y a un briefage. Ça commence par un briefage pendant 3/4 d'heure, 1 heure, qui se fait dans la langue de simulation. Ils le font d'abord en français ou en anglais et vice-versa. Donc, il y aura des simulations dans les 2 langues pendant la journée. Et les profs vont garder leur langue d'enseignement. Il va y avoir pendant la simulation un étudiant ou une étudiante de chaque collège face au mannequin. Et après, il y a un débriefage dans la langue de la simulation. Ici, vous avez des extraits de simulation. Attention à vos oreilles, le son a beaucoup de distorsion quand ça démarre là. Je vais mieux vous avertir. Fait que je vais juste vous mettre une petite lunette nasale avec de l'oxygène, ça va vous aider, OK? Pendant que ma collègue elle continue à faire vos signes vitaux, c'est bon? What's cough? Tousser. Est-ce que tu tousses? Souvent. Souvent? Est-ce qu'il y a des sécrétions? Écoute, c'est avaler. Ah, je prends la pulse radiale maintenant, juste pour voir. Puis, la quoi? Pour votre rythme cardiaque. Ah, pardon. Merci. I think it goes down to the right side of my chest. To the right side? Okay. Ouais. Will take the temperature mount? In your mouth? Yeah, in your mouth. So I'm going to ask you to open your mouth. Okay. I will ask you to open your mouth. And I'll just put it under your tongue. Okay. Put under your tongue. Parfait. C'est super. Fait que je vais juste vous mettre... Oh, pardon. Voilà. Vous voyez, c'est presque émouvant de voir ça. Je trouve ça formidable de voir ce travail-là qui se fait et cette prise de conscience aussi de la difficulté du travail à faire dans l'autre langue. Quelques résultats de la part des enseignantes. C'est des apprentissages qui se font à la fois en soins et sur le plan socio-professionnel. Donc, il y a une pierre 2 coups qui se fait là parce que les élèves se croisent au centre ESPA, mais ils ne se parlent pas. S'ils travaillent ensemble, se parlent des différents milieux anglophones et francophones, donc le milieu de travail, les hôpitaux. Et c'est comme au travail, c'est-à-dire que des infirmières, quand ça arrive au travail, bien, ça rencontre la personne avec qui ils vont travailler pendant le quart, sans se connaître. Et c'est comme ça maintenant au centre ESPA, alors que avec leurs amis, ben, elles vont parfois être sur le pilote automatique, là. Donc, elles vont prendre la simulation davantage au sérieux selon les profs pour être certains de bien paraître ou de performer devant les collègues de l'autre collège. J'ai été surpris de la qualité de leur travail d'équipe comparé à ce qu'ils font avec leurs collègues d'habitude. Et donc, elles ne peuvent pas reproduire des réflexes avec leurs amis. Ils doivent communiquer davantage avec leurs nouveaux partenaires. Les profs disaient, ben, ça fait 3 ans qu'ils travaillent ensemble. Nous, on sait très bien qui va faire quoi pendant la simulation. Là, ça ne se passe pas comme ça. Ils travaillent comme au travail, finalement. Les étudiants ont dit qu'ils auraient voulu faire davantage de simulations dans la langue seconde dans leur programme, qu'ils doivent parfois réussir le test de l'Office québécois de la langue française, donc ils ont des réels besoins d'apprentissage. Ils ne veulent pas faire d'exercice de réalité virtuelle si ça ne compte pas. Ça aussi, j'y reviendrai si vous voulez. Ils ne connaissent pas les glossaires bilingues. Celui-ci a été publié par le CCD-MD, mais ils ne les connaissent pas, alors que c'est pour eux que ça a été fait.
Certains ont dit que c'était plus facile qu'ils pensaient, alors que d'autres ont dit que, ma foi, je pensais que mon français était bon jusqu'à ce que je doive parler au docteur. Le docteur, ça les stresse parce que les docteurs francophones, surtout, m'ont-ils dit, ont une relation très hiérarchique avec le personnel et les anglos ou les non-francophones le sentent rapidement quand ils ont de la difficulté à expliquer un cas. Les étudiants ont aussi dit on est plus professionnel, moins 15 jours. Et en anglais comme en français, je dois parler 3 langues, patient, infirmière et docteur. Quand je parle infirmière, ça va. Mais avec les patients, je ne sais pas quoi dire, et avec les docteurs, encore moins. Vous voyez que l'anxiété roule, encore une fois, de façon importante ici. Un sondage non scientifique, on commence par regarder la deuxième ici. Quand le prof m'a dit que j'allais faire des simulations bilingues, est-ce que j'étais d'accord? Ben, plus ou moins. Les étudiants n'étaient pas vraiment, la moitié n'était pas d'accord. À la fin, globalement, est-ce que ça s'est bien déroulé? Tout le monde était d'accord pour dire oui. Je pense pouvoir faire ce travail dans la langue seconde, oui et non, mais nous, on a bien observé que c'est plutôt non. Ces simulations bilingues devraient faire partie du programme, plutôt oui. J'ai besoin de pratiquer ce métier dans la langue seconde, plutôt oui. Et est-ce que ça m'a motivé de pratiquer avec les gens de l'autre collège? Vraiment oui. Et bien sûr, c'est pas comme ça qu'on teste la motivation. On fait ça par de l'inférence. Mais tout de même, c'est non scientifique. Ils auraient pu nous dire non, ça ne m'a pas motivé. Rapidement, la discussion. Tous les programmes, à mon avis, gagnent à engager ce dialogue-là. Le réseau collégial a des programmes dans les 2 langues, mais il n'y a pas de contact. Les compétences disciplinaires sont en action dans la langue seconde. Les rapprochements sociolinguistiques avec les collègues, les clients, les patients, c'est pertinent. C'est aussi pertinent de commencer tôt selon les étudiants. C'est utile de donner un rôle de direction à l'étudiant en langue seconde. On a observé en soins infirmiers que la personne qui est la meilleure dans la langue de la simulation prend le contrôle. Alors que si on leur donnait un rôle directement, c'est toi qui vas pratiquer ta langue seconde, ben, ils le feraient davantage. Les échanges entre profs sont intéressants. Eux aussi se parlent peut-être moins dans les corridors, forcément, mais là, ils n'ont pas le choix. Et on a respecté donc la langue d'enseignement. Ça a été différent pour Dawson, j'en parle bientôt. Beaucoup de défis logistiques, ça c'est sûr. Et les jumelages ont continué, ça me fait vraiment plaisir. Il n'y avait pas de projet cette année, mais Maisonneuve et John Abbott ont continué. Alors, vraiment, c'est formidable. Et Dawson a fait des simulations en français, mais avec ses propres étudiants. Donc, il y a des profs à Dawson qui ont accepté de travailler en français. C'est formidable, c'est une autre façon de travailler. Et puis, dans l'avenir, Monique Corbeil, la directrice du centre, me disait que les directeurs des études de Montréal veulent doubler le recours à la simulation. Donc, il y a un potentiel pour ça. Je termine en disant qu'il est nécessaire de développer une pédagogie transdisciplinaire de la médiation interculturelle ou la socialisation avec des francophones, on aurait pu dire anglophones dans les 2 directions, prime sur la maîtrise de la norme linguistique. Ça peut choquer, mais il est plus important de communiquer ensemble que d'accorder des participes passés, à mon humble avis. Voilà, on s'arrête ici. Merci, merci à vous deux. Je vais vous dire que je suis un petit peu bouleversée par votre présentation d'une certaine façon, parce que je suis surprise de voir à quel point il y a place à amélioration, effectivement, pour l'apprentissage d'une langue seconde et qu'effectivement, le jumelage peut s'avérer une activité, mon Dieu, pas pertinente, j'aurais de vous dire essentielle, justement, pour l'apprentissage d'une langue seconde. Surtout, bon, pour moi, l'exemple donné là, dans le stage en soins en technique infirmière est très révélateur des efforts là, qui doivent être, des apprentissages qui sont à réaliser là, par les étudiants et les étudiantes. Fort intéressant, mais en même temps, qui posent des questions. Là, merci beaucoup. Merci. Je sais que, bon, les gens ont beaucoup aimé, là, c'est un très beau travail là, que vous avez réalisé et espérons que ça pourra aller plus loin. On a, en fait, des questions, il y en a quelques-unes, mais j'invite les gens à en poser. Moi, j'en avais une tout d'abord. Philippe, au début, tu as présenté des données là, qui mettaient en lumière la résistance d'étudiants anglophones à l'égard de l'apprentissage du français.
on ne se sent pas concerné, on veut nous avaler, on veut nous assimiler, bon, etc., etc. J'aimerais ça savoir si ce type de résistance-là a également été retrouvé chez les francophones. Est-ce que l'inverse est aussi vrai? Est-ce qu'il y a des motifs de résistance de la part des étudiants francophones à apprendre l'anglais? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Nick pourrait répondre plus facilement que moi, il les côtoie davantage, mais on n'a pas fait la même étude de ce côté-là. Donc, oui, je vois Nick qui nous dit non. On n'a pas les données, mais on a des histoires, des expériences qu'on a vécues. Par exemple, les étudiants qui refusent de parler en anglais dans le labo, dans la salle de classe, ça arrive plutôt dans les niveaux débutants comme ça, mais ça existe. Hein? OK. Oui, OK. mais mon intuition, c'est que si je me fie sur cette anecdotique, là, dans ma famille, en tout cas, les enfants savent parler anglais. Ils écoutent des balados en anglais à la journée longue. C'est d'ailleurs un drôle de phénomène. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus forts en anglais que moi j'étais. Oui, c'est ça qui est surprenant, c'est que les étudiants francophones dont tu parles, Nicolas, probablement qu'ils écoutent beaucoup de musique en anglais. J'imagine qu'ils écoutent de la musique en anglais. C'est vraiment fascinant. OK. Mais c'est plutôt les niveaux supérieurs, les étudiants qui parlent autonomes dans la langue seconde. Pas tous les étudiants. Hein. Il y a une groupe de débutants qui a peur, des mises à niveau aussi, qui ont peur. OK. Il y a Tayama qui posait la question. Un instant, je cherche votre question, Tayana. Activité, donc, est-ce qu'on peut utiliser ces exemplaires? J'ai demandé de préciser ce qu'on entendait par exemplaire quand on va passer une entrevue pour un poste quelconque. Est-ce que c'est les exemples de Nicolas qu'elle citait? Là, je ne le sais pas. J'imagine que oui. OK. Ouais, Oui, c'est ce que absolument. Je partage. J'ai envoyé le lien là dans le chat et je veux que tout le monde partage et utilise comme vous voulez. Okay. Merci. Une dernière question encore là, que je pose. Là, dans l'activité de jumelage en soins infirmiers, en quelle année de DEC les étudiantes étaient-elles rendues? Ça me permet. En 3e année. OK. Je pense que les profs, il y a peut-être des profs de soins infirmiers qui étaient là ici aujourd'hui, mais l'idée étant d'avoir des étudiantes qui étaient habiles, qui savaient un peu où ils allaient. J'ai l'impression que dans la première année, ils sont en découverte beaucoup plus qu'autre chose. Mais donc, les élèves nous ont dit qu'ils auraient aimé le faire plus tôt. Alors, je ne sais pas. Mais il y a des considérations pédagogiques là, qui me dépassent, okay. C'est sûr, en soins infirmiers. Okay. J'aimerais ça parce que là, les gens commencent à quitter parce que le webinaire en tant que tel est terminé, mais j'aimerais ça vous entendre, vous deux, Philippe et Nicolas. À votre avis, comment voyez-vous justement l'impact du jumelage interculturel sur l'apprentissage d'une langue seconde? Comment voyez-vous tout ça là, dans votre vie d'enseignant et de citoyen du Québec et d'enseignant en tant que tel? Comment... C'est difficile de dire parce que la session continue maintenant. Les étudiants sont en train de faire les examens, des exercices et des évaluations. Mais si je demande aux étudiants, qu'est-ce que tu penses de cette expérience? C'est toujours positif. Mais j'ai aucune donnée. Phil, vous avez comme des sondages que tu as fait, hein? Oui, pour moi, c'est essentiel parce que, comme vous avez vu au départ avec notre graphique là, sur les émotions en classe de langue, le rapport à l'autre, surtout dans le secteur anglophone, il est conflictuel. Les étudiants nous le disent, ils ont des rapports conflictuels avec la communauté francophone et puis les francophones ne le savent pas toujours, puis c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter de notre côté, de se faire dire qu'on n'est pas la société accueillante, souriante, le pays des festivals. Oui, on est ça.
Mais on n'est pas que ça. On est aussi capable de dire aux gens, quand on commande au McDonald's, « Hey, tu n'as pas compris ma commande, comment ça se fait que tu ne parles pas français, on est au Québec? » Vous voyez, ça, c'est tout sauf donner envie de parler français. Ça existe. Donc, quand mon étudiant retourne et ne veut plus parler français chez McDonald's, il s'en va dans son cours de français au cégep et qu'il a une occasion de converser avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui c'est agréable, une personne âgée peut-être au CHSLD avec qui elle va faire de la peinture. Mais on vient de changer complètement son rapport au désir de s'intégrer à la communauté francophone. Donc, pour moi, c'est essentiel et ça devrait commencer en deuxième année du primaire. Merci, Philippe. J'aimerais terminer par une dernière question de Laïna qui demande, pouvez-vous préciser ce que vous voulez dire par un contact en fin de session que vous proposez là, dans la section recommandations? Ben, pour moi, un contact, c'est simplement une prise de contact entre les groupes classes. Par exemple, si Nick et moi, on faisait ça pour la première fois, on pourrait faire un test au cours de la semaine 12, 13, par exemple, et faire un Zoom, par exemple, dans la classe, ou alors un envoi de lettres, juste pour le tester une première fois, voir ce que ça donne, ce que ça demande comme logistique. Et puis, à partir de là, ben, on voit comment ça marche. Et puis, la session d'ensuite, ben, on peut peut-être ajouter un peu de neige à la boule, hein, la métaphore de la boule de neige, là. Une activité de plus la session suivante, 2 la session suivante. Puis nous, on est rendu à 9 ou 10 contacts, là, les lettres, les Zooms, les visites. Mais c'est pas mal tout, là, après. Là, il y a 15 semaines, 9 contacts pour nous, c'est à peu près tout. Là. Plus que ça, c'est peut-être surchargé. Il y a des évaluations aussi qu'on doit faire chacun de notre côté. Donc, c'est ce que j'espère que je réponds à la question. Oui, oui, bien sûr, je crois, là, tout à fait. C'était très clair. Alors, ben, je vous remercie. Il est 12h56. On a eu tout le temps de pouvoir en apprendre. Si vous désirez ajouter des choses, je vous laisse le faire. Autrement, je souhaite une bonne fin de session à tout le monde. Et comme je l'écrivais dans l'espace de conversation, si vous allez au colloque de la QPC, ne vous gênez pas pour venir me serrer la pince, ça va me faire grand plaisir de vous rencontrer. Vous me dites, hey, Nicole, j'étais à telle activité, bon, etc. Ça va me faire plaisir. Alors, je vous dis à bientôt. Merci, Nicolas. Merci, Philippe. Au plaisir de vous revoir à une autre occasion, peut-être justement au colloque de la QPC à Québec en juin prochain. Alors, on se dit à bientôt. Merci. Au revoir.